L'Angleterre s'en sort au tir au but pendant que les Pays-Bas retournent la situation face à la Turquie. C'est le programme d'Euroday épisode 19. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Ravi de vous retrouver pour évoquer les deux derniers quarts de finale de cet Euro 2024 qui se sont déroulés ce samedi. On va prendre le temps d'en parler tranquillement avant de commencer. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, le petit like, l'abonnement, vous connaissez la musique pour que la chaîne puisse être mieux référencée et que je puisse être découvert par le plus grand nombre de passionnés de football. Et maintenant que le petit message est passé, commençons par parler de ces deux affiches, en commençant par l'affiche la plus récente, celle qui vient à peine se terminer. C'est les Pays-Bas qui, à Berlin, l'ont emporté 2-1 face à la Turquie, dans un match qui a connu un bon retournement de situation, on va le voir. Avant toute chose, commençons par les compositions d'équipe, avec du côté des Pays-Bas, le même 11 qui avait battu la Roumanie en huitième de finale assez facilement 3-0. Coman ne change pas une équipe qui gagne, notamment avec Reinders et Schouten dans le double pivot et un Xavi Simons entre les trois de devant et les deux milieux de terrain, et attaque Gakpo, Depay, Bergwijn. Et du côté de la Turquie, le retour de Çalhanoğlu et Arda Güler, toujours avec cette position de faux numéro 9, qui, on le sait, est une position qu'il aime bien, où il peut se déplacer, revenir chercher le ballon assez bas. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs, puisque après 10 minutes où les Pays-Bas ont vraiment mis une certaine pression sur la Turquie, avec beaucoup de projections, on a souvent essayé de trouver Depay dans ce point de fixation d'eau à la défense turque sans pour autant vraiment y arriver, même si Depay, au bout d'une minute, a une frappe qui s'envole au-dessus de la cage de Mert Gunok. On va voir après 10 minutes de jeu la Turquie qui va commencer à reprendre un peu le contrôle du ballon, mené par un homme, Arda Güler, qui, on l'a vu aujourd'hui, a vraiment eu cette âme de leader où il a beaucoup de fois engueulé un petit peu ses coéquipiers pour leur demander de baisser les rythmes, de calmer le jeu, d'essayer d'empêcher les Pays-Bas de prendre de la vitesse. On a vu donc des phases de possession s'enchaîner pour la Turquie, avec cette volonté de construire, de calmer le rythme, d'essayer de passer un maximum par les côtés, notamment par le côté gauche et Kadioglu, qui a encore été une fois exceptionnel ce soir, le défenseur turc. Et ça va payer, puisqu'à la demi-heure de jeu, il va y avoir un corner turc qui va être dégagé par la défense néerlandaise. Ça va revenir sur Arda Güler, qui traînait par là, à l'entrée de la surface côté droit, contrôle Arda Güler, lui le gaucher, qui va d'un magnifique centre pied droit trouver Akaydin au deuxième poteau, où on a de nombreux joueurs turcs qui attendaient le ballon, et ça va être l'ouverture du score pour la Turquie. Akaydin, la belle histoire, lui qui on sait avait marqué contre son camp le but 2-0 de la Turquie face au Portugal, un but gag, un CSC gag qu'on avait assisté. Et bien là il se rachète, il permet à la Turquie d'ouvrir le score, et c'est vraiment pas immérité tant on voit une équipe des Pays-Bas en première mi-temps assez empruntée, ne pas savoir vraiment quoi faire avec le ballon face à un bloc très très bien regroupé de la Turquie. On voit nombreuses possessions passer par Ake, par Van Dijk, mais ne jamais vraiment avancé. On a un Xavi Simons en grande difficulté qui rate tout ce qu'il tente et surtout qui est physiquement trop bien pris par les milieux de terrain turcs. On va également voir un Cody Gakpo qui va avoir du mal un petit peu à se connecter avec ses coéquipiers, à venir percuter dans le dos de la défense turque, notamment du côté de Muldur, qui lui aussi a fait un très bon match défensivement et offensivement. On l'a vu nombreuses fois se projeter. C'est un petit peu la marque de fabrique de ce latéral droit. Et donc à la mi-temps, la Turquie va mener 1-0. Et comme j'ai dit, cet homme, Arda Güler, qui encore une fois dans un match de l'Euro, a un signe fort, un geste fort dont on va se souvenir. Il y a eu cette frappe magnifique face à la Géorgie, ces deux corners ultra précis face à l'Autriche en huitième de finale. Et là, ce magnifique centre pied droit pour trouver la tête d'Akaydin. Et permet donc la Turquie de mener 1-0 à Berlin. La deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps va encore une fois être à l'avantage de la Turquie. Et notamment cet homme, Arda Güler, qui va avoir un magnifique coup franc au 25 mètres, qui va avoir une inspiration géniale de frapper fort à terre, côté gardien. Et ça va venir toucher le poteau de Verbruggen. On n'était pas loin d'encore une fois un geste de classe de la part du jeune milieu de terrain du Real Madrid. On va également voir à l'heure de jeu, à la suite d'un corner mal dégagé, une frappe sèche de Yildiz un petit peu topée qui va obliger Verbruggen à un arrêt un petit peu réflexe. Et on va voir là, alors que le ballon pourrait revenir sur, il me semble que c'est Çalhanoğlu, on va avoir un magnifique geste défensif de Wout Weghorst qui est entré en jeu à la mi-temps en bleu le passe de Bergwijn qui avait eu du mal à se montrer en première mi-temps. Les Pays-Bas donc qui sont groggy, qui à l'image un petit peu de cette première mi-temps ont du mal à percuter, on a du mal surtout à utiliser le jeu de côté, qui est pourtant la force de cette équipe néerlandaise, mais le bloc compact, notamment sur les côtés de cette équipe turque, oblige les Pays-Bas à se réaxer, là où il y a beaucoup de densité, et c'est là en général qu'ils perdent les ballons, mais en deuxième mi-temps, on va voir une équipe des Pays-Bas qui va se réveiller, à l'image d'un Memphis Depay, qui du coup va reculer d'un cran pour laisser Weghorst en poste de numéro 9, Memphis Depay derrière l'attaquant avec beaucoup plus de liberté, on va le voir dos au jeu mais beaucoup plus bas, permettre de se retourner, de s'ouvrir un petit peu les portes du jeu, pouvoir décaler notamment à gauche côté Gakpo avec qui on a vu une très très bonne alchimie en deuxième mi-temps, un Gakpo qui a été beaucoup plus entreprenant et qui surtout, avec un Wout Weghorst dans la surface, est beaucoup plus amené à provoquer pour ensuite centrer et trouver la tête de son avant-centre. Ça va être compliqué, on va voir pendant 25 minutes vraiment un bloc turc redescendre et vraiment être très bas et subir les assauts néerlandais. Et on va arriver à la
10e minute à peu près, on va voir un corner joué à 2 entre Schouten et Depay. Depay va faire un magnifique centre au cordeau au point de pénalty, et on voit d'ailleurs à ce point de pénalty De Vrij, étrangement laissé seul, qui arrive et met un énorme coup de casque dans le but de Gounod qui ne peut rien faire. Il est pris par cette tête surpuissante de Vrij, et ça va faire donc un but partout. Égalisation néerlandaise qui, il faut le dire, n'est pas imméritée, ou cette deuxième mi-temps où les Pays-Bas ont repris, comme je l'ai dit, l'ascendant un petit peu sur la Turquie, qui a commencé, on sent à un petit peu accuser le coup physiquement, joue très bas, qui a du mal à ressortir les ballons. On voit un Yilmaz qui tente de se dépêtrer un petit peu tout seul face à Van Dijk. Et d'ailleurs, il fait plutôt un beau combat, le joueur turc, mais beaucoup trop esselé. On voit un bloc turc très très bas. Ça s'explique aussi par le combat qu'ils ont mené face à l'Autriche, où là aussi ils menaient 2-0 avant de subir pendant près d'une mi-temps face aux hommes de Ralf Rangnick, et fait que ça paye également cette gestion physique de la part des joueurs turcs. Et donc les Pays-Bas, à l'aide de ce but de Vrij, vont lancer, dans la dynamique de ce but, et bien continuer de pousser, de multiplier les assauts sur le but turc, à l'image d'un Memphis Depay qui a vraiment fait une percée côté gauche, et qui va être magnifiquement repris. Il me semble que c'est par Mouldour. Et à la 75e minute, 5 minutes après cette égalisation de Vrij, on va avoir encore une fois Xavi Simons, qu'on voit un petit peu plus en vue dans cette deuxième mi-temps, beaucoup plus participatif au jeu. Et là encore, un énorme centre pour le coup de casque de Weghorst. Ça ne va pas trouver preneur ici, avec un bon retour de Kadioglu. Mais à la retombée, on va trouver De Vrij, qui est quand même très très haut, comme vous pouvez le voir. Ça va revenir sur Weghorst, qui a fait l'effort pour revenir dans le cœur du jeu, pour demander un petit peu la balle et aider ses coéquipiers. Il va la donner un retrait à Xavi Simons, qui va en une touche décaler Dumfries, qui était revenu d'une position de hors-jeu sur le côté droit. Dumfries va centrer en première intention. Ce ballon va passer dans la défense turque pour arriver au deuxième poteau. On voit Moulbourg ne pas voir Gakpo arriver dans son dos. Et l'ailier néerlandais va marquer le deuxième but, et son 4e but dans cette Euro 2024 pour Cody Gakpo, vraiment l'homme des grands tournois pour les Pays-Bas. Comme j'ai dit, du côté de Liverpool, c'est plus compliqué, mais avec les Pays-Bas, il enfile cette carte de super-héros pour sauver les Pays-Bas, même si on voit que c'est plus Mouldour qui la met contre son camp, dû à une très très forte pression de Cody Gakpo, qui joue son rôle à merveille. Ça va faire 2-1, et les Pays-Bas là qui vraiment prennent l'ascendant, et qui, on le sent, commence à prendre le dessus sur une équipe turque qui maintenant se retrouve un petit peu embêtée avec ce bloc bas, cette envie de défendre pour maintenir le score, et les hommes de Montella qui maintenant doivent à leur tour courir après le score pour égaliser et arracher la prolongation. Ça aurait été la 4e prolongation en autant de la 3e ou 4e prolongation, c'est ça, en autant de quart de finale, puisqu'il y a également une prolongation du côté de l'Angleterre et de la Suisse. Et la Turquie va pousser en fin de rencontre. On va notamment avoir cette magnifique percée de Bardakci, qui, à l'image de son match face à l'Autriche, avait été à la fois défensivement puissant et n'avait pas hésité à participer au jeu offensif de son équipe. Là, il va le décaler à Turkoglu, qui va centrer devant le but fort. Verbruggen va la dévier du bout des doigts. Ça va revenir sur Celik, qui, d'une frappe puissante, pourrait tromper le gardien hollandais, mais on va avoir un très très beau réflexe sur sa ligne presque de Nicky Van de Ven, le joueur de Tottenham, qui était rentré en jeu pour les Pays-Bas. Sauvetage donc du défenseur de Tottenham. Une fin de match un petit peu ping-pong, où ça va aller d'un camp à l'autre, avec une équipe de Turquie qui évidemment se livre énormément. On va voir là une énorme occasion avec Frimpong qui décale magnifiquement la tête pour Cody Gakpo, qui d'une demi-volée pied gauche va tomber sur Gundogan, qui va faire un très très bel arrêt du pied. On est dans le temps additionnel ici à Berlin, et va y avoir l'énorme occasion, la balle de match, clairement, pour la balle de match, en tout cas la balle de prolongation pour la Turquie. Bardakci, encore lui, qui centre. Il va tomber sur, je l'ai noté, sur celui qui est rentré, Kilichoy, qui a fait une bonne entrée d'ailleurs dans son impact au milieu de terrain. Kilichoy qui est un petit peu surpris de reprendre ce ballon de la cuisse, et là on va avoir un énorme arrêt réflexe main droite de Verbruggen, qui n'est pas sans rappeler un petit peu l'arrêt réflexe également, alors une autre manière, puisque là c'était un arrêt au sol, mais l'arrêt de Gundogan sur cette tête de Baumgartner pour l'Autriche lors du 8e de finale, qui avait sauvé la Turquie et empêché la Turquie d'aller en prolongation face à l'Autriche. Et bien là, Verbruggen fait le tour cette fois aux Turcs, qui sont dépités de voir cet arrêt de Verbruggen, et ça va être la dernière vraie situation du match. Qualification des Pays-Bas après un match où ils ont souffert en première mi-temps face à une équipe Turquie qui a joué vraiment très physique, qui a pris ses Néerlandais à la gorge au milieu de terrain pour récupérer un maximum de ballons et empêcher les Néerlandais de passer par les côtés et d'accéder à la phase de réparation de Gundogan. Mais en deuxième mi-temps, on va voir une équipe des Pays-Bas qui, un rouleau compresseur, va mettre dans la machine à laver l'ensemble de l'équipe turque, qui a joué beaucoup trop bas, à l'image du match face à l'Autriche. Mais là où face à l'Autriche elle a mené 2-0, elle a mené 15-0 face aux Pays-Bas. Et dans la folie néerlandaise après le but de Vrij, Gakpo a doublé la mise. Et les Pays-Bas ont réussi à tenir le score et vont rejoindre donc le dernier carré de cet Euro. Bravo à cette équipe des Pays-Bas, qui certes a eu beaucoup plus de mal que face à la Roumanie, mais qui a le mérite de l'emporter. On a connu cette équipe des Pays-Bas qui était belle à voir sans pour autant avoir des résultats. Là, elle est
pas moche, mais elle n'a pas été vraiment belle ce soir, même si en deuxième mi-temps on avait beaucoup plus de choses qu'en première, mais elle est qualifiée pour les demi-finales où elle a vraiment une carte à jouer face à l'Angleterre, on en parlera un petit peu plus tard dans le débrief, mais grand bravo à cette équipe de Turquie qui, on le sait, avait connu une terrible désillusion en 2021 à l'Euro où elle est sortie dès les poules, une Coupe du Monde 2022 où elle n'avait pas été qualifiée, et là elle a fait vraiment un très très bel Euro. On a des joueurs qui se sont révélés, je pense à Kadioglu que je connaissais pas mais qui a fait un énorme travail sur son côté gauche, il a également fait, il me semble, en fin de rencontre là face aux Pays-Bas, un énorme retour défensif sur Frimpong qui partait seul au but en toute fin de rencontre lorsque la Turquie se livrait pour aller chercher cette égalisation. Yildiz et Güler qui sont clairement les deux jeunes pépites de cette équipe turque et qui devront prendre le relais de cette équipe de Turquie à l'avenir. Arda Güler qui, on savait, était une jeune pépite assumée dans cet Euro. Il a assumé en faisant un Euro exceptionnel. Yildiz a eu un peu plus de mal, mais il a quand même réussi à montrer de belles choses. L'équipe de Turquie qu'on aura envie de revoir à la Coupe du Monde 2026, qui aura un coup à jouer, surtout dans une Coupe du Monde à 48. Donc bravo à cette équipe de Turquie, qui aurait pu mériter de passer, mais on a senti que physiquement ça a été trop compliqué à partir de l'heure de jeu, et c'est assez logiquement que les Pays-Bas ont donc remporté ce match, même si c'est pas passé loin en fin de rencontre, c'est un réflexe de Verbruggen. Donc bravo à cette équipe de Turquie, et voilà, qui nous a montré de très belles choses et qui nous a fait vivre des émotions durant cet Euro. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Pays-Bas-Turquie. Passons maintenant au deuxième match de la journée. C'était un peu plus tôt à 18h. L'Angleterre face à la Suisse. Et l'Angleterre qui s'est qualifiée après prolongation au tir au but en l'emportant 5-3. Un match qui a été très très compliqué pour les Anglais, on va y revenir. Avant toute chose, la composition de l'équipe. Avec du côté de Southgate, un changement. On passe à une défense à 3, une animation en 3-4-2-1 avec Saka en piston. Alors sur l'image, il est placé à gauche, mais en réalité, on a eu un Saka qui était sur son couloir droit comme Arsenal, mais dans ce rôle de piston, qui permettait à Foden et Bellingham d'être toujours dans cette deuxième ligne offensive, mais beaucoup plus intérieure, beaucoup moins collé à la ligne, notamment pour Foden qui, sur ce côté gauche, on l'a vu, ne pouvait pas réussir à être influent. C'est donc Trippier qui va coller cette ligne, même si Trippier a été vraiment, je trouve, inoffensif au possible dans ce rôle de piston. On l'a très peu cherché. On est beaucoup passé à droite sur Saka qui, lui, a vraiment lancé son Euro, a fait un très très bon match, son meilleur match de l'Euro à coup sûr. Et également la titularisation de Mainoo dans le double pivot, confirmé après c'est un match en huitième de finale, et Konsa qui remplace Gueye, lui qui est suspendu. Et du côté suisse, le 3-4-3 classique, j'ai envie de dire, de Murat Yakin avec Embolo, Ndoye et Vargas, le trio de devant. Il y a Ibischer, on le connaît avec ce rôle de piston gauche, mais qui n'hésite pas à se réaxer. On a vu une première mi-temps assez fade, où il s'est pas passé grand-chose. On a eu une équipe d'Angleterre qui avait du mal à trouver un petit peu ses aises. Alors on a senti quand même une équipe d'Angleterre dans le contenu bien meilleur que lors de ces 4 premières rencontres, mais ça reste possible dans les derniers 20-30 derniers mètres, on sent que l'équipe est trop statique, ça manque de mouvement, à part Saka, qui n'a cessé de demander des ballons dans le dos d'Ibischer, qui a beaucoup souffert face à Saka. Saka qui de nombreuses fois est rentré dans la surface, mais a vu son centre contré par un Rodriguez ou un Kanji. On a vu également un Foden beaucoup plus intéressant, qui a touché beaucoup plus de ballons, et un Kobe Mainoo qui a 18 ans, et bien a fait encore une fois un match exceptionnel. C'est par lui aussi que beaucoup de phases offensives anglaises se débloquaient un petit peu avec ses percées, sa manière également de, à chaque fois qu'il touchait le ballon, de créer une différence, de créer quelque chose. Ça a beaucoup joué pour l'équipe d'Angleterre. Mais donc une première mi-temps fade où il s'est pas passé grand chose, comme j'ai dit, la Suisse qui pendant 10 minutes a plutôt bien joué avant que l'Angleterre commence à remettre un petit peu le pied sur le ballon. Les choses vont se décanter en deuxième mi-temps. 5 minutes après la mi-temps, on va voir la première véritable occasion suisse, la première vraie accélération qui a cassé les lignes. Première ligne cassée par, il me semble que c'est Xhaka qui va faire une magnifique passe, éliminer 4 joueurs anglais pour trouver, il me semble que c'est Fabien Schär qui était ici assez haut sur le terrain. Schär qui va donner dans le dos de la défense à Embolo qui va jouer de son corps pour, j'ai envie de dire, garder le ballon face à Konsa, et sa frappe de pied droit trop molle va être captée par Pickford. Embolo qui a fait un bon match avec cette faculté toujours à répéter les efforts, à user de son corps pour peser sur la défense adverse, multiplier les courses et les appels pour permettre à ses ailiers, notamment Vargas, d'avoir de l'espace sur son côté gauche. Voilà. Certes, c'est jamais très beau à voir, il peut être parfois emprunté physiquement ou techniquement, mais il fait un énorme travail invisible et il va être récompensé, on va voir un peu plus tard. On va voir même d'ailleurs là, puisque après cette occasion suisse, il n'y a pas non plus d'énormes occasions. On a senti quand même la Suisse avoir plus ce ballon et tenter des choses, même si on sentait quand même vers l'heure de jeu que les deux équipes se regardaient et presque se satisfaisaient de ce match nul pour aller en prolongation. La Suisse va leur accélérer à un quart de la fin. On va avoir Fabien Schär qui va rentrer à l'intérieur. On voit Ndoye là qui se positionne entre Rice, Bellingham et il me semble que c'est oui c'est ça, c'est Konsa. Et là regardez, on a
Donc Cher qui rentre et on a Endoy qui va faire la course entre Rice et Bellingham pour effacer ces deux milieux de terrain. Il va donc avoir ce décalage de Cher pour Endoy face à Konsa. Endoy avec ce contrôle et un petit peu ce contrôle pour mieux repartir crée la différence sur Konsa. Il va s'arracher du pied droit pour centrer devant le but. Ça va être contré par Stones pour arriver sur Brelem Bolo qui du pied gauche va permettre à l'Anati de mener 1-0 à un quart d'heure de la fin. L'équipe de Suisse qui est clairement récompensée, méritée au vu des occasions qu'elle a eues, certes faibles, mais qui ont été quand même plus nombreuses que pour l'équipe d'Angleterre, qui elle, on sent, commence à avoir du mal. Un Gareth Southgate qui ne faisait pas de changement alors qu'on était un quart de la fin et qui presque se satisfaisait de ce match nul sans trouver la solution pour bouger ce bloc suisse. Et donc la Suisse qui logiquement se dirigeait vers les demi-finales. On a à ce moment-là un Gareth Southgate qui, comme d'habitude, lorsqu'il est mené, c'est là qu'il réagit, fait un triple changement pour faire entrer Eze, faire entrer Palmer et faire entrer, il me semble, je l'ai noté, il fait rentrer, je vais vous dire ça tout de suite, et Luke Shaw, exactement, Luke Shaw, parce qu'il a très bien vu que Trippier sur ce côté piston gauche n'était pas du tout fait pour lui. Luke Shaw qui était blessé, on le sait, il attend d'être à 100% pour le faire jouer, et il attend le dernier quart d'heure de ce match face à la Suisse pour le faire jouer. Drôle de choix, s'il le fait rentrer un quart de la fin pour aller arracher une prolongation, pourquoi ne pas le faire débuter? Le pas de Trippier qu'on a vu depuis le début de l'Euro n'arrive pas à être efficace sur ce côté gauche. Mais bon, en tous les cas, Luke Shaw rentre, et un petit peu sur un coup du sort, on va avoir un décalage de Rice sur Saka côté droit, l'appel de Rice tranchant vers la surface pour permettre à Saka d'avoir de l'espace sur son pied gauche. Saka va s'y engouffrer et il va décocher une magnifique frappe enroulée quasi ras de terre qui allait du poteau, va tromper Yann Sommer. Regardez-moi cette magnifique balle qui va grâce au poteau tromper Sommer, et Saka qui peut célébrer, qui est le sauveur de l'équipe d'Angleterre qui se voyait déjà éliminé et rentre à la maison. Ça va faire donc un but partout et l'Angleterre qui va aller chercher ce deuxième but en fin de rencontre. On sent que l'Angleterre va à tout prix éviter cette prolongation. Il va y avoir notamment cette énorme occasion de Eze qui est à l'aide de Luke Shaw, et on voit l'importance d'un latéral gauche qui est un piston gauche même qui connaît son métier et qui est à l'aise sur ce côté gauche, parce que là il fait cet appel qui permet à Eze de s'ouvrir le côté droit, donc sur mon pied, pour pouvoir rentrer intérieur, ce que Trippier n'a jamais fait pour aider Phil Foden notamment. Même si la frappe d'Eze va être complètement ratée et ne pas faire peur à Yann Sommer, et on va avoir en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, énorme occasion sur centre de chair, et la tête d'Endoy qui est ratée car Mbolo l'effleure à peine, qui aurait pu coûter la défaite à l'Angleterre. Mais donc un but partout. On va aller en prolongation où les équipes vont s'annihiler. Il va pas y avoir d'énormes situations, si ce n'est d'abord cette énorme frappe sur une mauvaise remise dans l'axe de Rodriguez sur un centre anglais, cette énorme frappe de Declan Rice, un petit peu à l'image de celle face à la Slovaquie avant l'égalisation de Bellingham, cette frappe de Rice qui va être magnifiquement arrêtée, cette magnifique extension de Yann Sommer, et en toute cette prolongation, deux grosses situations suisses. D'abord ce corner de Shaqiri, corner rentrant, qui va venir toucher l'équerre de Jordan Pickford qui est totalement aux fraises, avec un angle un petit peu plus ouvert. Shaqiri a peut-être inscrit le but de l'Euro et a permis à la Suisse, grâce à un but magnifique, c'est Olympico sur corner direct, et bien de se qualifier. Et à 2 minutes de la fin, toujours Shaqiri dans les beaux coups, qui va décaler Andouni dans l'axe, laissé étrangement seul, et Andouni qui va avoir une frappe pied gauche flottante, mais trop axée sur Pickford qui va la dégager. On va donc aller au tir au but. Les deux organismes sont assez fatigués, épuisés. On va voir une équipe d'Angleterre avec deux changements importants pour Southgate, les sorties et de Foden et d'Harry Kane, remplacés par Arnold et Ivan Toney, peut-être des joueurs qui sont plus spécialistes des tirs au but. En tout cas, c'est certainement ce qu'a pensé Gareth Southgate, qui voyait que la situation n'arrivait pas à se décanter. Les tirs au but qui vont voir Emmanuel Akanji rater son tir au but face à Pickford. Akanji qui, on l'a vu dès sa prise d'élan et dès sa manière d'avancer vers le ballon, être très hésitant. Sa course a été vraiment compliqué, on savait qu'il allait le rater, et Pickford qui a magnifiquement arrêté ce tir au but. Personne ne va rater ses futurs tirs au but côté suisse et côté anglais, jusqu'au 5e tireur, Alexander Arnold, rentré en jeu. Pour ça, lui qui on le sait a une magnifique frappe de balle, et qui va tromper Yann Sommer et qualifier l'équipe d'Angleterre pour les demi-finales. L'Angleterre s'est fait peur, l'Angleterre peut-être ne méritait pas d'arracher cette prolongation et de l'emporter face à la Suisse, qui a montré de plus belles choses dans le contenu durant tout cet Euro et aussi durant ce match, mais au final le résultat compte, et c'est l'Angleterre qui se qualifie. L'Angleterre qui a fait trouver un système de jeu, ce 3-4-2-1, qui permet à une équipe d'Angleterre d'avoir des milieux qui peuvent plus se projeter, à l'image d'un Kobe Mainoo, d'avoir des joueurs beaucoup plus intérieurs comme Bellingham ou comme Foden. Et puis on a vu Bellingham encore une fois beaucoup descendre et venir chercher le ballon bas. Lui qui, on le sait, est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il part de plus loin, même si Southgate s'entête à le mettre plus haut sur le terrain. Un Saka qui a été bon, qui a lancé son Euro, même si on a toujours le problème d'Harry Kane qui est très peu influent dans le jeu anglais, ça ne bouge pas. Mais l'Angleterre se qualifie, et l'Angleterre ira en demi-finale. Donc voilà, je vais en parler un petit peu juste après, mais avant de parler de cette demi-finale, parlons des Suisses.
qui, certes là ont la tête basse, mais ils peuvent avoir la tête haute parce qu'ils ont fait un Euro de très très haute facture. Vraiment, peut-être une des plus belles équipes à regarder jouer, avec des idées, avec une personnalité, des joueurs de caractère, un Akanji, un Chaka qui ont fait des euros, un euro pardon, exceptionnel, des joueurs qui se sont révélés, les mains d'Aibisher que je ne connaissais pas, mais qui, avec ce rôle de piston gauche qui se réaxe, eh bien, arrivaient parfaitement à créer le surnombre au milieu de terrain et permettre à la Suisse toujours d'être en supériorité numérique et de multiplier les passes pour pouvoir trouver le décalage ensuite sur le côté avec les montées notamment de Rodriguez qui du coup s'insérait sur le couloir gauche et un jeu offensif avec Mbolo qui malgré seulement 5 matchs de saison a réussi à être pesant sur la défense anglaise, un Ndoye que je demande à revoir. Certes, il n'est pas le plus efficace des ailiers, mais il a quelque chose, le joueur de Bologne. On sent que ça peut être un grand ailier à l'avenir. Donc bravo à cette équipe de Suisse qui, certes, s'arrête encore une fois ça des quarts de finale, comme en 2021, encore une fois limitée au but, comme face à l'Espagne en 2021, mais qui a montré qu'elle, malgré une génération peut-être en déclin, je pense à Chaka ou à Shaqiri, et bien derrière, il y a des jeunes qui sont là pour prendre le relais. Et à coup sûr que l'équipe de Suisse continuera à, j'ai envie de dire, progresser pour faire partie du top européen. Donc voilà, bravo à cette équipe de Suisse malgré tout, elle leur a montré de très belles choses et voilà. On se souviendra de cette équipe suisse à l'Euro 2021, notamment ce magnifique match en 8e face à l'Italie. Et donc on conclut cette journée avec la deuxième demi-finale. On a appris hier que mardi, on allait avoir un France-Espagne, mais mercredi, on aura un Pays-Bas-Allemagne qui s'annonce dantesque. D'un côté, une équipe des Pays-Bas qui n'est pas la plus flamboyante des équipes, mais qui a quand même montré de belles choses face à la Roumanie et une capacité de réaction face à la Turquie. Et une Angleterre qui, dans le jeu, a des difficultés, mais qui semble avoir trouvé sa formule, qui elle aussi a fait preuve de réaction. Hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas, une des deux équipes ira en finale de l'Euro. Et ça nous donne surtout une perspective d'une finale qui, quoi qu'il arrive, sera alléchante. Ça pourrait être un France-Angleterre, un Espagne-Angleterre, un Espagne-Pays-Bas peut-être, voire un France-Pays-Bas qu'on a déjà vu en match de poule. La France avait largement dominé face à une équipe des Pays-Bas qui avait cherché avant tout à contenir l'équipe de France et à jouer bas pour maintenir le résultat, le match nul. Donc voilà, intéressant de voir ce qui va se passer. De toute façon, je pense que lundi, on fera une vidéo prévue un petit peu de ces deux demi-finales. Donc voilà, soyez à l'affût, on sera là pour en parler. Et donc voilà, ce qu'on peut vous dire un petit peu pour cette journée de quart de finale, c'est Toro Day épisode 19. Dites-moi si ça vous a plu, c'est le cas, le petit like, l'abonnement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée, si pour vous l'Angleterre est encore une fois, voilà, est encore une fois une survivante de cet Euro. On pensait après le but de Mbolo que la Suisse avait fait le plus dur et que la Suisse allait l'emporter, mais l'Angleterre est encore une fois revenue des morts. Et un petit mot également pour cette équipe de Turquie qui nous aura fait vibrer, mais qui s'arrête malheureusement au stade des quarts de finale. Donc voilà, fin de la vidéo. Je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée selon moi me regarder. Et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.